C'est le tour additionnel de cette soirée d'Europa League, d'Europa Conference League, histoire de finir cette semaine européenne en beauté. Au cours de ces prochaines minutes, on va vous montrer l'essentiel des matchs qui se sont déroulés ce soir sur les différentes pelouses européennes. La rédaction va m'accompagner sur ce plateau, mais également nos consultants. Massimo Lombardo, bonsoir Massimo. Bonsoir. Et Stéphane Donchaud, bonsoir Stéphane. Je vous ai parlé de la rédaction, Loïc Refait. Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Est fidèle au poste, lui aussi. Avec vous Loïc, on va passer en revue plusieurs groupes d'Europa League. On va d'abord s'intéresser à l'Europa League. On parlera de la Conference League après, avec notamment le match de Bâle. On commence avec vous Loïc et ce match entre la Lazio et l'OM. La Lazio et l'OM, acte 1 d'une double confrontation aux allures de finale de groupe entre les deux favoris. Jorge Sampaoli l'a assuré malgré le Classico contre le PSG de dimanche. Il prend ce match avec le plus grand sérieux. Au contraire des supporters romains, puisque ce duel se dispute face à des tribunes quasi vides. Qu'importe, Akardiusz Arek Milik se disait heureux de retrouver Maurizio Sarri, qu'il avait coaché durant 2 ans au Napoli. Eh bien, c'est le Polonais qui allume la première mèche de cette partie avec cette frappe un tout petit peu trop croisée. La Lazio répond à la demi-heure de jeu sur corner. Regardez au deuxième poteau, Luis Felipe se balader pour aller couper au premier. Paolo Lopez, le portier marseillais, est bien placé et peut intervenir. Celui qui fait tant parler en ayant relégué Steve Mandanda sur le banc, légende du club, se montre ici irréprochable. L'OM trouve des espaces et c'est Cengiz Ünder, meilleur Marseillais lors du nul contre Galatasaray, qui enrhume Felipe Anderson et Ciro Immobile avant de repiquer au centre pour enrouler au deuxième poteau. Strakosha est à son affaire et parvient à dégager au corner. Les deux équipes rentrent au vestiaire après une première période très équilibrée. Sarri opère ensuite 3 changements à l'heure de jeu pour donner un second souffle à son équipe et cela fonctionne. L'OM est poussé à la faute dans son camp et Payet sert malencontreusement Ciro Immobile dans une position idéale. L'attaquant italien, très discret jusque-là, accroche l'équerre du but phocéen. Immobile flamboyant le week-end dernier lors du succès renversant contre l'Inter et cette fois-ci moins précis. La fin de match prend des allures de siège autour du but marseillais. Les Olympiens ne parviennent pas à se donner de l'air. Lazzari crée le décalage côté gauche, trouve avec un peu de chance Pedro, mais l'Espagnol perd son duel face à Paolo Lopez, son compatriote et ancien coéquipier à la Roma la saison passée. 0-0. Score final en deuxième période. La Lazio aurait mérité de passer l'épaule face à des Olympiens incapables de se créer quoi que ce soit. Et on a le sentiment, en voyant votre résumé, que Marseille s'en sort bien avec ce match nul. Ça permet à Marseille vraiment de rester dans le coup dans ce groupe. Et puisque vous le voyez, Galatasaray se détache. Les Turcs sont allés gagner à Moscou sur la pelouse du Lokomotiv 1-0. Donc Galatasaray tout seul en tête avec 7 points. Toujours ce duel entre la Lazio et Marseille pour la deuxième place du groupe, le Lokomotiv Moscou qui se fait donc quelque peu distancer. C'est le principe, vous le savez, de ces 3e et 4e journées sur la scène européenne. On va jouer les mêmes affiches dans 15 jours. On va simplement évidemment inverser les affiches et les lieux. Ce sera donc à Marseille, au Vélodrome, que l'on retrouvera Marseille et Lazio dans 15 jours pour un match qui promet qu'il sera décisif, évidemment, parce que là, on est dans les bascules, vraiment, dans cette phase de groupe. Oui, surtout que Galatasaray jouera à la maison contre le Lokomotiv, donc probablement avec une victoire à la clé. À ce moment-là, oui, le match entre Marseille et Lazio, Oui. va être décisif. Voilà pour le groupe E de cette Europa League. On passe maintenant au groupe B, où vous avez suivi un autre club français en lice. Exactement, le PSV face à Monaco, c'est le choc au sommet de ce groupe B entre les deux co-leaders qui totalisent 4 points. Très belle affluence cette fois-ci et ambiance agréable au Philips Stadion d'Eindhoven, mais la température va très vite se refroidir lorsque vous allez le voir. Myron Boadou installe la clim. Observez la course de l'attaquant monégasque, le service millimétré de Caio Henrique et enfin la finition tout en finesse du Néerlandais.
Myron Boadou, ancien joueur de l'AZ Alkmaar, attendait cette première réussite sous ses nouvelles couleurs. Depuis 11 matchs, ce retour au pays lui fait le plus grand bien. Le PSV est contraint de revenir au score. Il va monter en puissance au fil du match jusqu'à cette 59e minute. Dégagement de Nubel sur Disasi qui ne peut conserver. Cody Gakpo récupère et se projette. Il trouve un appui sur Vinicius et décoche une frappe soudaine au premier poteau. C'est un partout. Monaco vient de craquer. Cody Gakpo, 22 ans, formé au club et dans le collimateur du Bayern, est logiquement récompensé de ses efforts, étant l'homme le plus en vue côté néerlandais. Monaco avait déjà mené à la Sociedad avant de devoir partager les points. Cette fois-ci, les joueurs de la Principauté s'arrachent jusqu'au bout et signent la victoire en toute fin de match. Entrée à un quart d'heure du terme, Sofiane Diop est bien servi par Caio Henrique qui signe une deuxième passe décisive. C'est 2-1 pour Monaco. Le banc a parlé et donné raison à un Niko Kovac qui fait énormément tourner, se privant de Ben Yedder durant 70 minutes. Ça a fonctionné. 2-1 pour Monaco au Philips-Stadion d'Eindhoven. Ouais, vous allez le voir au classement tout à l'heure. C'est un peu la soupe à la grimace pour le PSV à Eindhoven parce que dans l'autre match du groupe, eh bien, la Real Sociedad est allée gagner en Autriche face à Sturm Graz 1-0, but marqué par Isaac à la 69e minute. Le PSV qui était premier, à égalité certes avec Monaco avant cette journée, rétrograde à la 3e place. Monaco et la Real Sociedad passent devant. Sturm Graz reste à 0 points. Dans 15 jours, le PSV ira donc jouer à Monaco. Ce sera là aussi le kit ou double, Stéphane Anchaud pour les Néerlandais. Rattrape, on va dire, à Monaco cette défaite de ce soir, parce qu'on voit que dans ce groupe, Sturm Graz, c'est des faire-valoir. Donc, naturellement, il ne faut pas perdre le moindre point contre cette équipe autrichienne. Après, la Real Sociedad, Monaco et PSV, ça va se jouer aux confrontations directes. Donc là, Monaco fait vraiment une grosse, belle opération ce soir, c'est clair, en gagnant à l'extérieur. Et puis, on va suivre avec vous, Loïc, un dernier match. Le groupe C, Naples. Naples qui régale en Serie A, mais qui a de la peine en Europe. Exactement, un Napoli aux deux visages, puisqu'ils sont effectivement leaders de la Serie A avec 8 victoires en 8 matchs. Eh bien, les Napolitains sont pourtant derniers de ce groupe C, alors faut pas interdit face au Legia Varsovie. Les Napolitains ont eu beaucoup de peine à faire sauter le verrou polonais. Il a fallu attendre la 76e minute avant de voir cette réussite de Lorenzo Insigne, mais ça valait le coup d'attendre. Centre de Politano qui venait d'entrer en jeu. Insigne ne se pose pas de questions. Admirer le toucher de balle du capitaine napolitain, sa spontanéité, son instinct, sa finesse. On parlait, c'est 1-0. C'est propre. C'est très propre. Ouais, c'est un coup de bol, moi, je pense. Pas tant. Le Legia craque 4 minutes plus tard. Victor Osimhen venait également de faire son apparition. Il prend la profondeur sur un bon service d'Insigne pour battre le portier polonais. C'est 2-0, auteur de 9 buts cette saison, dont 4 en Europa League, dont il est le co-meilleur buteur. L'ancien Lillois Victor Osimhen impressionne actuellement. Dans le soupirail. Les Napolitains vont même alourdir la marque dans les arrêts de jeu. Elmas s'arrache après avoir perdu le ballon devant les 16 adverses. Il transmet à Matteo Politano qui signe le 3-0 d'une superbe frappe. Il lance véritablement cette campagne pour les hommes de Luciano Spalletti. Merci beaucoup Loïc Roffet pour ces résumés. Dans ce groupe C d'Europa League, eh bien, il y a un match qui s'était déjà déroulé hier, avec la victoire de Leicester à Moscou face au Spartak sur le score de 4-3, un quadruplé de Daka. La victoire donc ce soir de Naples face au Legia. Vous le voyez, le Legia est toujours en tête malgré cela. Naples et Leicester au coude à coude avec 4 points chacun. Le Spartak Moscou 3 points là aussi. Ça va être très très serré. C'est un groupe relevé, messieurs. Et Naples a été bien inspiré de gagner ce soir. Oui, avec un banc qui a fait un banc entre guillemets parce que Osimhen est souvent titulaire, mais Politano qui rentre en jeu, assiste un but, Osimhen qui rentre en jeu et qui marque le 2-0 après l'exploit de Insigne. Ouais, et un but incroyable.
Ouais. Ce serait pas mal qu'on nous le remontre avant la fin de la soirée, hein, ce but coup de bol quand même. Bon, si c'est rien que pour vous, on va le caler d'ici la fin de la soirée, d'ici la fin de l'émission, et puis on vous le remontrera. Je pense que ce but, non, plaisanterie mise à part, ce but, il est incroyable. Donc, franchement, ce geste technique, ça vaut la peine de le remontrer. Bon, promis, on le remontre avant la fin de l'émission parce que là, on est déjà prêt à partir sur le groupe. Sur quel groupe celui du Betis et de Leverkusen, c'est le groupe G. Voilà, et on accueille pour cela Alain Rohrbach. Petit tour de passe-passe. Alain Rohrbach a fait son apparition. Bonsoir, messieurs. Voilà. Donc, vous avez suivi ce match entre Betis et Leverkusen. Et oui, c'est effectivement le match au sommet de ce groupe G. La troupe Gerardo Seoane qui se déplaçait en Andalousie pour y affronter le Betis. Et les Allemands vont partir pied au plancher. Regardez, l'on joue depuis moins d'une minute de jeu lorsque Frimpong s'échappe sur le flanc gauche. Son centre est repris par Alario qui se heurte à la main ferme de Claudio Bravo. L'action se poursuit, mais Bellarabi voit sa reprise repoussée par le poteau. On va le voir, Bellarabi qui est en position de hors-jeu. Par contre, la frappe d'Alario prenait le chemin des buts. Premier arrêt significatif, ce ne sera pas le dernier pour le vétéran de 38 ans. On joue à se faire peur dans la surface de réparation. Le coup franc de Demirbay, la déviation une nouvelle fois de Lucas Alario. C'est la latte qui vient à la rescousse du portier espagnol. Le Betis se reprend et domine la suite de la mi-temps sans pouvoir concrétiser. 24e minute, Iglesias tente sa chance. Vous l'avez vu, Radetzky renvoie le ballon plein axe et c'est une offrande qu'Aitor Ruibal ne convertit pas, son envoi passant au-dessus. En deuxième mi-temps, le match va s'équilibrer et les occasions seront rares jusqu'à cette 72e minute. Coup franc anodin du Betis, Frimpong intercepte le ballon. L'arbitre polonais, M. Frankowski, est interpellé par la VAR. Messieurs, je crois que c'est indiscutable, c'est pénalty. Geste malheureux du jeune néerlandais. Iglesias transforme en force, c'est 1-0 pour le Betis. C'était comment le prénom d'Iglesias? Borja. Vous me donnerez des cours de prononciation. Avec plaisir. Dès demain matin. Les Allemands ne sont pas abattus pour autant et la fin de match va leur appartenir. Ils vont obtenir l'égalisation. Moussa Diaby fait la différence. Son centre est renvoyé par Carvalho. Andrich prend sa chance et égalise. C'est 1-1. Et au ralenti, vous allez le constater, c'est le malheureux Carvalho qui va prendre Claudio Bravo à contre-pied. Pas de bol là pour le défenseur du Betis. Le Betis qui va plier, qui va rompre même. Regardez, 95e minute, balle de match pour Leverkusen. Action plein axe, effort solitaire de Demirbay. Le voici, il s'ouvre le chemin des buts. Sa frappe passe de peu à côté. Leverkusen est passé tout proche de la victoire. Mais vous allez le voir au ralenti. C'est en fait un arrêt exceptionnel de Claudio Bravo qui prive les hommes de Gerardo Seoane des 3 points. Un résultat final. Un score logique au terme d'un match équilibré. Mais on en redemande des matchs aussi vivants que cela. Alors dans ce groupe G, l'autre match a eu lieu il y a 2 jours déjà. Le Celtic avait battu Ferencváros 2-0, ce qui fait que c'est un statu quo en tête de ce groupe avec Leverkusen et Betis qui sont toujours à égalité de points. Le Celtic a donc enfin décollé, mais la situation qui se décompte quand même gentiment, mais sûrement. Dans ce groupe G. Un des groupes qui nous intéresse tout particulièrement dans cette Europa League, c'est le groupe A, celui de l'Olympique lyonnais, parce qu'évidemment, en Suisse romande, on suit de près les exploits de l'Olympique lyonnais, d'autant plus, et encore plus, depuis qu'un certain Shaqiri y joue. Oui, Shaqiri titulaire. Vous êtes prêts, messieurs, parce qu'on a vécu un match exceptionnel. Attachez vos ceintures. Ce soir, il y a eu du spectacle à Prague. Et Shaqiri, on en parle, est impliqué sur la première occasion qui sera tchèque et qui conduit à l'ouverture à la marque. Le Sparta Prague concrétise d'emblée. Ce centre arrive dans les pieds de Łukasz Arashlin. Il efface Shaqiri à l'entrée de la surface de réparation. Déclenche une frappe victorieuse. 1-0. Le départ idéal pour le Sparta Prague.
Mais on le voit, c'est Denayer qui dévie et trompe son propre portier. Un peu de réussite là pour le joueur offensif du Sparta Prague. Łukasz Archalin, on va le retrouver. Il est partout en ce début de rencontre. Il va récidiver et inscrire le 2-0. Sa frappe passe véritablement dans un trou de souris et trompe Anthony Lopez au premier poteau. Premier doublé sur la scène européenne pour l'international slovaque de 25 ans. Archalin qui efface Boateng et qui passe ce ballon entre les jambes du défenseur allemand. Un peu de réussite, mais beaucoup d'audace surtout. C'est silence radio pour les coéquipiers de Shaqiri, étouffé par le pressing adverse jusqu'à la 42e minute. Boateng, qui cherche à se racheter, porte le ballon et décoche une ouverture somptueuse en direction de Toko Ekambi. Le contrôle et la finition de l'attaquant lyonnais ne sont pas mal non plus, messieurs. Le 4e but de la saison pour l'international camerounais. Le match est relancé. Lyon qui va hausser le ton et même trouver l'égalisation dès l'entame de la seconde période. Shaqiri est à l'origine de l'action, puis il va profiter du bon travail d'Aouar et de Paqueta. On retrouve Shaqiri, l'adresse à bon centre, renvoyé par le portier tchèque. C'est finalement Aouar qui propulse ce ballon au fond des filets. 2-2, balle au centre, tout est à refaire. Les Français qui vont se procurer une triple occasion de prendre l'avantage peu après l'heure de jeu. C'est tout d'abord, vous allez le voir, Emerson qui se heurte à Nita. Alors que l'on revoit la phase terminale de cette égalisation lyonnaise. Il s'est tellement passé de choses qu'on était déjà sur cette action. Regardez, Emerson, renvoi compliqué pour le portier tchèque, puis il se rattrape bien devant Aouar. L'action n'est pas terminée. Vous allez voir l'abnégation de Paqueta qui va hériter du ballon au milieu de 4 adversaires. Puissance, agilité, technique. Et par contre, malchance pour le Brésilien qui trouve le poteau. Le Sparta Prague s'en sort bien. Ce n'est que partie remise pour Paqueta. Que l'on revoit la double intervention du portier tchèque et le manque de réussite pour Paqueta. Cette fois-ci, le portier tchèque était battu. Et on le disait, ce n'est que partie remise pour le Brésilien de l'OL qui, quelques instants plus tard, va trouver enfin l'ouverture. Il profite d'un échange entre Thiago Mendes et Toko Ekambi. Aucune chance cette fois-ci. Lyon renverse complètement la situation et prend l'avantage 3-2. Match musclé au Letna Stadion. Monsieur Hugh, l'arbitre slovène, a distribué ce soir la bagatelle de 10 cartons jaunes et 1 carton rouge. En effet, Lyon va terminer la rencontre à 10 suite à l'expulsion de Gusto, sanctionné d'un 2e carton jaune, sans conséquence puisque Toko Ekambi inscrit un 4e but pour l'Olympique lyonnais. Contrôle heureux, mais 5e but déjà pour l'attaquant lyonnais qui devient seul le meilleur buteur de la compétition. Et enfin, Lyon qui, après avoir vécu 20 minutes cauchemardesques, qui a montré qui était le patron sur la pelouse du Sparta Prague ce soir, en haussant clairement le temps en 2e mi-temps. Et même si Krejci va inscrire en toute fin de temps additionnel un dernier but dans cette rencontre, eh bien, cela ne changera rien. Score final 4-3. Et franchement, des matchs comme ceux-là, messieurs, on en redemande. Lyon en taille patron ce soir après 20 minutes compliquées tout de même. Vous avez été servi visiblement Alain Rohrbach ce soir avec vos affiches entre le Betis Leverkusen et le Sparta Prague. L'Olympique lyonnais qui a donc fait un pas décisif en vue d'une qualification pour la suite de la compétition. Avec un très bon Shaqiri qui a cédé sa place suite à l'expulsion de Gusto, justement. Sacrifié sur l'autel de la tactique défensive voulue par Peter Bosz en fin de rencontre. Ouais, remplacé par Dubois. Donc dans ce groupe A, l'Olympique lyonnais s'impose 4-3 à Prague face au Sparta. Et les Rangers ont battu Brøndby sur le score de 2-0. Au classement, donc, Lyon se détache en faisant le plein. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Le Sparta Prague est toujours là, à la 2e place. Rangers a enfin lancé sa saison, sa campagne européenne avec cette première victoire. Et ça risque quand même d'être compliqué pour aller rattraper les Lyonnais. Voilà donc pour cette page consacrée
à l'Europa League dans le détail. Est-ce qu'on a des choses à relever en particulier concernant des Suisses qui auraient brillé ou... Alors, je vous vois sceptique. Oui, parce que on a vu Shaqiri, il n'y en a pas beaucoup qui se sont mis en évidence. On a une séquence tout de même à vous montrer. C'est Djibril Sow, le joueur très souvent titularisé à l'Eintracht Francfort, qui s'est mis en évidence. Regardez, c'est lui qui va se faire l'auteur de la passe décisive. Il va arriver là en dehors de la surface de réparation. Magnifique 1-2. Il transmet ce ballon à Touré. Les Allemands qui s'imposeront au final 3-1 face à l'Olympiakos. C'était là également le match au sommet. Ils passent devant leur adversaire du soir. Dans ce groupe D, Francfort est donc en tête avec un point d'avance sur l'Olympiakos. Ça s'est joué à quelques centimètres. On a revu ce but comme tous les autres du reste à la vidéo, mais la position de Djibril Sow et surtout celle de Touré était bel et bien correcte. Pour le reste, non, nos Suisses ont été très discrets ce soir. Voilà donc pour cette Europa League, deux équipes seulement ont gagné leurs 3 premiers matchs. C'est l'Olympique Lyonnais qu'on a vu en image et puis West Ham qui s'est imposé sur le score de 3-0. Ça démontre, Stéphane, à quel point c'est difficile de dominer cette compétition. C'est très, très équilibré. Oui, bon, l'Europa League, c'est une très, très bonne compétition. Il y a pas mal de clubs qui pourraient, ou qui la jouent aussi régulièrement, qui jouent la Champions League dans ces groupes. Donc, c'est vraiment une compétition qui est vraiment, vraiment relevée. Très, très difficile de s'imposer à chaque fois. Donc, c'est vrai que là, 3 matchs, 9 points. Il n'y a que 2 équipes, comme vous le releviez, qui ont réussi, on va dire, ce mini-exploit. Mais on voit aussi des super matchs, des beaux buts. Donc c'est aussi, même si ça vient après le mardi, mercredi, ça vient après la Champions League, ça reste quand même du foot de très très haut niveau. Ouais, West Ham, vous l'amateur du foot anglais qui marque son territoire là. West Ham, c'est une équipe depuis la saison passée déjà qui tourne bien en première ligue. David Moyes qui l'a repris quand elle était au fond du gouffre, qui a réussi à les remonter. Quelques investissements judicieux dans les joueurs. Et maintenant, ça devient une toute bonne équipe de Première Ligue. Et là, on le voit aussi, 3 matchs, 9 points en Europa League. Rendez-vous dans 15 jours donc, pour la 4e journée de cette Europa League. Les mêmes affiches inversées. On attaque, on va dire, la phase des matchs retour. C'est valable pour la Champions League, pour l'Europa League et aussi pour la Conference League. On y vient à cette Conference League avec le match du FC Bâle qui recevait Omonia. Au Parc Saint-Jacques ce soir, l'objectif, le défi était assez simple pour les Bâlois. Gagner à domicile, essayer de ne pas trop y laisser des plumes, parce que l'objectif, il est très clair. Il faut terminer à la première place de ce groupe pour poursuivre l'aventure. La 2e place, je le rappelle, est synonyme de barrage. Eh bien, le FC Bâle va connaître un début timide, mais va tout de même ouvrir la marque dès la 19e minute avec Kazami que l'on va retrouver au départ de cette action. Un bon relais, il va s'infiltrer dans les 16 mètres. Un centre qui arrive avec un peu de chance, avec l'aide du poteau, sur Millard. Millard qui est prêt à réagir, contrôle, frappe, bonne vitesse d'exécution. Ici, on voit toujours l'efficacité de l'1-2. En fait, sur la 2e passe, il y a souvent les défenseurs qui s'arrêtent, ce qui rend efficace ce genre d'action. Kazami qui arrive en bout de course, qui fait le maximum avec ce ballon, qui tape sur le plateau. Encore une fois, je relève la capacité de Millard de contrôler le ballon et de le mettre au fond des filets. Millard d'ailleurs qui a fait une très bonne première mi-temps, qui a disparu un petit peu en deuxième. Mais de manière générale, sur les côtés, ce soir, Bâle était fort offensivement. On n'a pas souvent vu Omonia à l'offensive. Mais là, ça va se produire à la 25e et ça va aboutir à un penalty en faveur des Chypriotes parce que Tchemert ne joue pas très bien le coup. Oui, il y a le 1 contre 1 là où Tchemert, dans les 16 mètres, comme on l'a dit, à la mi-temps, doit être beaucoup plus patient. On ne peut pas là tendre le pied pour gagner le ballon rapidement. On sait que si on ne gagne pas le ballon et que l'attaquant le pousse d'un côté, c'est penalty, un penalty logique et bien transformé par Gomez. Par Jordi Gomez, le capitaine de cette équipe qui pousse Heinz Linder, on va dire, à plonger sur le côté. Et ensuite, il arrive à finalement mettre ce ballon plein centre. Un partout.
à la demi-heure de jeu. Le FC Bâle va à nouveau reprendre un tout petit peu la maîtrise du jeu, va se créer 2 chances par Cabral et va obtenir un penalty à la 40e pour cette faute de main de Jordi Gomez. Alors regardez bien, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure à la mi-temps, a priori c'est un penalty clair et limpide, faute de main. Et puis quand on voit le ralenti, on se rend compte qu'il n'y aurait peut-être pas dû y avoir penalty. Ouais, on va voir au ralenti, donc centre, frappe de Zegrova. Le ballon qui touche d'abord la partie extérieure de la jambe droite de Gomez. Et donc, en termes de règlement, le but, s'il y avait le VAR, le penalty aurait dû pas être accordé. Mais il n'y a pas de VAR en Conference League. Donc voilà, Madame Stéphanie Frappard, l'arbitre de cette rencontre, n'a pas pu être rattrapé par l'assistance vidéo. On rappelle que réglementairement, effectivement, un ballon qui est dévié juste avant l'impact sur la main, eh bien, ça n'est pas considéré du coup comme une faute de main. 2-1 pour Bâle à la mi-temps. En deuxième mi-temps, eh bien, on attendait un FC Bâle qui revienne avec l'envie de tout de suite se mettre à l'abri, de ne pas rester trop longtemps à portée de main des Chypriotes. Et regardez cette action de la 48e minute où tout est juste, hein, messieurs, jusqu'à la conclusion, j'ai envie de dire, de Malèche, mais il y a un petit miracle du gardien d'en face. Ouais, c'est une action de contre-attaque très très bien menée. Zegrova qui a passé le ballon à Malès. Après, on va relever surtout là l'arrêt du gardien. Alors Malès, on va dire, ouais, il aurait dû marquer, c'est vrai, il est à 6 mètres du but. Mais le gardien, il fait un arrêt réflexe du pied, franchement, de top qualité. La seule chance de but, en tout cas, situation qui aurait pu amener du danger, parce que là, Kalouli, il se rate complètement. Ouais, mais c'est une grosse opportunité de but. Hein. Là aussi, probablement, part dans une position de hors-jeu, mais en fait, avec un peu plus de lucidité, il aurait pu faire mieux l'attaquant de Mounier. C'est évidemment sur ces situations un peu de contre-attaque que les Bâlois se montrent dangereux en fin de rencontre, avec ce tir de Palacios qui est dévié par un défenseur, dévié par la main du gardien et qui termine sur la latte. Oui, en fin de match, donc naturellement, il y avait un petit peu plus d'espace. Au moins, il y a pressé pour aller marquer, essayer d'égaliser. Bâle a eu ces situations de contre. Et là, une autre situation de contre. Mais cette fois-ci, là, elle va être finie parfaitement par probablement l'homme du match ce soir, côté bâlois. Zegrova qui était actif, qu'on a énormément vu sur toutes les actions. Et là, il finit avec beaucoup de lucidité, de sang-froid. Il démontre toute sa personnalité parce qu'il peut la filer à Palacio qui peut juste la mettre au fond des filets. Mais il cherche l'exploit individuel avec un petit peu de chance parce que le ballon passe entre les jambes du défenseur Lang. Mais là, il a intérêt à marquer. Hein, parce que ouais, c'est ça. Si vous le Palacios, quand le ballon franchit la ligne, en fait, il tire la gueule. Bonne semaine pour Zegrova. C'est plus compliqué pour Tchemert, quand même, apparemment, hein, avec son expulsion de dimanche, le pénalty de ce soir. 2 erreurs en 3 ou 4 jours. Des erreurs... Ouais, c'est un joueur d'expérience. Donc maintenant, à ce niveau-là, déjà à Sion, c'est un duel où il ne doit pas aller au duel, il ne doit pas chercher le duel puisqu'il est dernier homme. Il essaie de chercher le duel et passer devant, c'était Stojkovic. Stojkovic, exactement. Donc il ne doit pas faire, il devrait le savoir. Et puis ce soir, on l'a relevé encore une fois en 1 contre 1 de face dans les 16 mètres. Il faut être patient, il faut travailler l'attaquant, attendre du soutien, le pousser sur l'extérieur. Il ne veut pas faire. C'est vrai que des fois, comme défenseur, on n'a pas envie de le faire parce que c'est un peu emmerdant, ça prend du temps, il faut rester sur les appuis, on préfère gagner le ballon tout de suite, puis c'est bon. Non, des fois, il faut être patient, donc là, il faut qu'il se reprenne, Kemert. Tant qu'il n'est pas payé à la minute. Hein, donc, non, c'est de toute façon le principe 90 minutes, hein, donc voilà. Mais ça demande un peu plus d'effort. Bon, voilà. Le FC Bâle assure l'essentiel en gagnant 3-1. On va maintenant écouter les réactions qui ont été recueillies au Parc Saint-Jacques par Stéphane Amaozo. On commence par un joueur du FC Bâle. Dan Ndoye, nouvelle victoire du FC Bâle dans cette Conference League. C'est un match dans lequel vous avez assuré l'essentiel, on peut dire, aujourd'hui. Non, c'est sûr qu'on est venu ici pour remporter ce match parce que c'était un match très important pour nous. Et voilà, je pense qu'on a fait le job ce soir et voilà, maintenant c'est se concentrer sur les prochains matchs parce que gagner celui-là c'est important mais les autres aussi. Donc voilà, maintenant on se concentre sur les prochains matchs. On le savait, ça allait être un match quand même compliqué et ça l'a été parce que vous avez tremblé jusqu'au bout.
Ouais, je pense qu'on a eu en première mi-temps les occasions, on les a mis au fond. Et après en deuxième mi-temps, on a eu des occasions, on n'a pas su tout de suite les mettre au fond. C'est pour ça que ça a été chaud jusqu'à la fin du match. Mais au final, c'est l'essentiel qu'on remporte ce match et on est très content de la victoire ce soir. On voit dans un match assez fermé quand même, comme celui-là, où il n'y a pas énormément d'occasions, où Nicosie aurait pu revenir. Le mental que vous avez depuis le début de la saison, c'est quelque chose qui a aussi fait la différence. Ouais, ça fait la différence, c'est sûr, de compter sur tous ses coéquipiers, savoir que voilà, on est tous ensemble pour la même cause, pas prendre de but et essayer d'en marquer. Et voilà, ce soir on a été solide, on a pris un but sur penalty malheureusement, mais dans l'ensemble on a été solide et je pense que c'est ça qui fait la différence depuis le début de la saison. Avec 7 points maintenant en 3 matchs, c'est pas mal pour une possible qualification. Ouais, maintenant c'est sûr, on a pris les points qu'on avait à prendre, maintenant il faut continuer, on est à mi-chemin maintenant. Il y a encore les matchs retour, donc il va falloir faire la même chose au deuxième tour. Et voilà, ça va être important de gagner ces matchs. Et on a une autre réaction à vous proposer, cette fois-ci dans le camp chypriote, un joueur d'Omonia. Fouad Bachirou, vous avez longtemps tenu tête au FC Bâle ce soir. Avec une défaite à la fin, c'est rageant. Oui, c'est un peu frustrant parce qu'on a fait un bon match. Je pense qu'on a joué face à une belle équipe. Après, ça s'est joué à des détails. Je pense que le penalty, le deuxième but nous fait un peu mal. Mais on a essayé de rester dans le match le plus longtemps possible. Je pense qu'on a une occasion de revenir au match, d'égaliser. Et à la fin, ça se joue à des détails. Je pense qu'ils ont été plus performants dans leur surface qu'on l'a été. On a vu pour la deuxième mi-temps l'entraîneur faire 4 changements d'un coup. Qu'est-ce qu'il vous a dit à la pause pour arriver à ces 4 changements-là ? Non, c'était quelque chose qui était prévu. C'était prévu depuis le début du match. Mais il nous a demandé de continuer. Je pense qu'on avait bien commencé le match en première mi-temps. On mène, je pense qu'on était dans le match. Il nous avait juste demandé de continuer et de continuer à pousser. Il y avait la place d'aller chercher un résultat ici. Alors maintenant, avec seulement 1 point en 3 matchs dans cette Conference League, c'est quoi le but de l'Omonia Nicosie ? C'est de tout tenter pour essayer d'aller accrocher un peu plus de points ou finalement, à l'heure actuelle, on se dit que c'est que du bonus tout ce qui arrive ? Non, on reste des compétiteurs. Hein. On veut gagner tous nos matchs, on veut gagner les matchs possibles. Donc là, on va se concentrer pour notre championnat. Et après, quand les prochains matchs d'Europa League viennent, on essaiera de les gagner comme chaque match. Voilà donc pour la victoire du FC Bâle face à Omonia Nicosie sur le score de 3-1. Dans l'autre match du groupe qui a eu lieu un peu plus tôt dans la journée, Qarabağ recevait Kairat Almaty. Qarabağ qui totalisait également 4 points comme le FC Bâle avant les matchs du jour. Eh bien ça a plutôt mal commencé pour la formation locale qui va concéder un penalty faute du portier, je ne vais pas vous donner son nom, quoique j'essaie, il y a les Magomedalayev. Voilà, c'est dit. Sur José Conte. José Conte va se faire justice lui-même en transformant le penalty. On est à la 19e minute et donc Kairat Almaty crée la surprise en menant 1-0, score à la mi-temps. Mais en deuxième période, eh bien, Qarabağ va revenir, va se relancer complètement dans la course à la qualification, notamment parce qu'à ce moment-là, évidemment, ça a compliqué singulièrement la tâche de Qarabağ pour la suite, avec tout d'abord une égalisation qui arrive à la 79e minute, signée Ramil Cheidayev, voilà qui permet déjà au moins à Qarabağ d'assurer le minimum, d'assurer l'essentiel et de rester dans cette course à la qualification. Et c'est vraiment dans le temps additionnel que la décision va se faire, puisque à la 91e minute, Abbas Ouzeynov va donner la victoire aux siens. Qarabağ donc s'impose au forceps face au FC Kairat Almaty sur le score de 2-1. C'est donc le statu quo en tête de ce groupe H, puisque Qarabağ et Bâle se sont tous deux imposés ce soir et que la qualification va très clairement se jouer entre ces deux équipes. La qualification directe, la première place, et puis savoir qui devra passer par un barrage pour poursuivre l'aventure. 7 points pour chacune des deux équipes et un seul point pour Kairat et Omonia. Dans 15 jours, donc, Bâle s'en ira à Chypre pour y défier Omonia Nicosie.
On voulait vous montrer d'autres images de l'Europa Conference League ce soir, avec tout d'abord l'AS Rome qui a littéralement bu la tasse ce soir en Norvège face au FC Bodo Glimt. Je dois vous avouer qu'avant le tirage au sort de cette Conference League Bodo Glimt, on n'en avait jamais entendu parler. Peut-être même que José Mourinho non plus. À s'en souvenir. Patrick Berg inscrit le 2-0. On vous montre 2 des 6 buts marqués par la formation de Bodo Glimt, parce que celui-là, il est pas mal. Et puis le 6e qui arrive à la 80e. 3 buts marqués entre la 70e et la 80e. L'AS Rome qui a littéralement craqué en fin de match. Massimo, c'est inhabituel. Inhabituel, c'est une grosse défaite qui va faire parler. Rome qui a bien démarré la saison, qui a perdu de manière presque imméritée à Turin contre la Juventus le week-end passé. Mais là, c'est une grosse défaite qui fait mal au moral et qui demande de la gestion à Mourinho par rapport aux prochains jours. Plus de 1000 matchs officiels pour José Mourinho sur un banc. C'est la première fois qu'il en prend 6. Ça veut dire aussi quand même la qualité de cet entraîneur. Mais ça paraît presque surréaliste que ce soit contre cette équipe-là. Pourtant, il a joué contre des équipes plus fortes que Bodo Glimt. Donc, mais c'est incroyable. C'est une grosse défaite. Il ne faut pas oublier qu'il a à disposition quand même une équipe très intéressante. Voilà, c'est incroyable. C'est vraiment une grosse surprise. C'est vrai. Synthétique en Norvège. Pelouse synthétique, ce qui permet, on va quand même le souligner, à Bodo Glimt de prendre la tête du groupe C, de passer devant la Roma. Donc tout d'un coup, il pourrait y avoir une petite surprise dans ce groupe C de la Conference League. Et puis encore un match dont on voulait vous parler, c'est dans le groupe G avec Tottenham. Qui, on le rappelle quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, était encore en finale de la Ligue des Champions, puis qui là est quelque peu en souffrance en Conference League, puisque Tottenham a été battu aujourd'hui sur la pelouse du Vitesse, sur le score de 1-0, but marqué à la 78e par Maximilian Vitek, donc à Arnhem. Tottenham s'incline. Alors, Vitesse Arnhem, c'est pas non plus le premier venu du championnat des Pays-Bas, mais ça reste quand même étonnant de voir Tottenham battu. Oui, c'est sûr que Tottenham, avec les joueurs qu'ils ont, l'équipe, le budget, le nouveau stade, on s'attend à ce qu'ils s'établissent dans le top 4, top 5 en Première Ligue. Jouent les premiers rôles en Coupe d'Europe, c'est pas le cas. C'est un peu étrange, mais cet été, voilà, nouvel entraîneur, Espirito Santo qui vient, 3 ou 4 entraîneurs qui refusent d'y aller. D'accord. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Est-ce que j'ai les pleins pouvoirs ? Est-ce que je peux faire venir mes joueurs ou pas ? Est-ce que le président Lévy est omniprésent, intervient. Donc, c'est étrange. C'est étrange parce qu'on avait vraiment l'impression, comme vous l'avez relevé, ils ont joué la finale de la Champions League en 2019. Ça fait contre Liverpool, ça fait 2 ans. Puis là, maintenant, ils bataillent en Conference League, ils perdent contre Vitesse. Je crois qu'ils avaient déjà pas gagné le premier match. Ils avaient fait 2-2 contre Rennes. Voilà, donc finalement, voilà, c'est quand même un grand d'Angleterre, mais finalement, maintenant, plus si grand que ça. Ce que beaucoup annonçaient se réalise, excusez-moi Mike, c'est que le nouveau stade de Tottenham leur ayant coûté tellement cher qu'ils sont pénalisés dans le mercato, qu'ils sont pénalisés au niveau de la trésorerie. Et peut-être que ça explique aussi le refus de nombreux entraîneurs de s'engager avec Tottenham. Dans le groupe G, Tottenham se retrouve 3e désormais, puisque Vitesse leur est passé devant. Et c'est Rennes, vous voyez le classement. C'est Rennes qui est en tête, puisque Rennes a gagné aujourd'hui 2-1 sur la pelouse de Moura. Donc, petit changement au niveau du classement. Et Tottenham qui se retrouve vraiment en difficulté. Il faudra que les Londoniens réagissent lors du prochain match à domicile contre le Vitesse. Ce sera donc dans 15 jours. Voilà, on ne vous a pas montré tous les buts, parce que c'est impossible de vous montrer tous les buts d'une soirée d'Europa et de Conference League, mais on vous a montré l'essentiel. Merci beaucoup, Massimo Lombardo, d'avoir été des nôtres. Stéphane Onchaud, merci à vous. J'ai encore un petit cadeau pour vous, vous inquiétez pas. Voilà. Mais oui, vous inquiétez pas. Oublié. Non, on n'oublie jamais ça. Alors, Orbach, à bientôt. Voilà. Voilà, le Voilà, Insigne. Vous voulez nous le commenter ?
Non, Massimo va le commenter. Ah, Un attaquant. Le geste est fantastique. Déjà la passe, elle est très belle, joli coup d'œil. Mais cette frappe en demi-volée avec le coup du pied est phénoménal. Et là, il n'y a pas que le geste, il faut déjà juger la trajectoire du ballon, il faut être coordonné, avoir un bon pied d'appui. But fantastique. Là, en général, tenter ce geste, c'est prendre beaucoup de risques. C'est de passer pour un charlot. Parce qu'en principe, on tape, mais on tape à côté du ballon, on tape du pointu, elle nous tape le tibia. Enfin, toutes sortes de risques. Mais bon, Insigne, il le prend, et puis bon, voilà, quoi. But de la soirée, largement. Il est content, Stéphane Anchaud? Il est content, il peut aller au lit, tranquille. Tout va bien. Rendez-vous samedi pour la Super League qui est de retour. Demain, il y a de la Challenge League en direct déjà. Mais notre prochain studio, c'est samedi dès 17h45. Lausanne se déplace au Wankdorf pour y affronter Young Boys. Prise d'antenne à 17h45, coup d'envoi à 18h. Ça a été un plaisir de vous accompagner tout au long de cette semaine européenne. Et à samedi donc pour le retour de la Super League.